Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes donc dans l'Africa Newsroom, deuxième partie de cette émission. Mawawa Mawakiesi, ancien député au Parlement congolais. Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier. Djemal Taleb, éditorialiste d'Africa 24, sont toujours avec nous. Alors, Mawawa Mawakiesi, alors on l'a dit donc dans la première partie de l'émission que la réélection du président Abdel Fattah al-Sisi n'est qu'une formalité finalement, mais quand même une question sur le fait que tous les autres candidats aient été écartés. Je pense notamment à l'ancien Premier ministre Shafik Ahmed Shafik ou encore l'ex-chef de l'état-major Sami Anan. Alors, là, il cherche à mobiliser autour donc, de cette élection afin de légitimer sa réélection. Mais quand même, le fait que tout ce monde-là ait été écarté, ça va quand même rester quelque chose qui va planer tout au long de son second mandat et peut-être aussi nourrir la contestation, notamment auprès de la jeunesse qui a participé à la révolution de 2011. Je pense que forcément qu'il y aura des implications énormes au sein de la société, parce que quand on voit le vent d'espoir qui était venu de Tunisie, qui a embrasé la place Tahrir, et puis avec toute cette jeunesse bouillante, je sais par exemple qu'il y a un des jeunes qui a été emprisonné 3 mois, alors qu'il était le leader de ce mouvement-là. Maintenant, je pense qu'il faudra trouver des mécanismes, que ce soit au sein de l'armée ou au sein des institutions dirigeantes, pour essayer d'impulser quand même s'il est réélu, pour essayer d'impulser un mouvement citoyen peut-être encadré, peut-être contrôlé, parce que il y aura toujours un bouillonnement. C'est-à-dire que c'est vrai, comme l'a dit M. Taleb, qu'il y a une particularité à faire sur le cas de l'Égypte. Effectivement, quand on compare l'Égypte par rapport à nos pays d'Afrique centrale, par exemple le Congo-Brazzaville, le parallèle que je peux faire ici entre l'Égypte et le Congo-Brazzaville, c'est que en Égypte, il y a eu cette révolution qui est venue en 91, en 2011, qui a donné de l'espoir. Et puis après, bon, c'est vrai que le régime de Morsi n'était pas assez efficace. Et puis il y a eu ce retour. Chez nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a eu le vent de la démocratie qui était arrivé en 91. On a eu la conférence nationale, on a eu 5 années de démocratie, et puis après est venue une guerre, et voilà, on est rentré dans une dictature jusqu'à ce jour qui fait 21 ans, et puis les régimes se répètent. Voilà. Djemal Taleb. Moi, je vais rester sur l'Égypte, ce sera plus simple. D'accord. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'était une économie dirigiste et que de ce point de vue-là, Morsi a incontestablement amorcé, c'est le cas de le dire, une espèce de libéralisation nécessaire de la vie économique. Mais enfin, il y a tellement à faire encore que c'est même pas une espèce de sous-colbertiste. L'économie est tellement encore dirigiste qu'il y a tellement à faire. Et c'est d'ailleurs l'une des difficultés de l'Égypte, c'est que les énergies économiques ne sont absolument pas libérées. Donc ça pose un vrai problème. La deuxième facteur... Pardon, qui a amorcé les réformes. Non, c'est Sisi, je parle de... Vous avez dit Morsi, pardon. Ah je ne peux parler que de Sisi. La deuxième chose, c'est que donc, la baisse de l'assistance américaine historique, depuis maintenant quelques années, les capitaux des pays du Golfe de plus en plus compliqués, la crise économique que vit l'Arabie saoudite, autre bailleur de fonds important de l'Égypte, consécutif évidemment, entre autres, à la guerre en Syrie, au Yémen, pose de vrais problèmes. Et puis, le conflit avec le Qatar, dans la région de façon générale, ne crée pas une stabilité très favorable. Mais un dernier point, et j'en aurai fini. Quand Morsi a quitté le pouvoir, il faut toujours se souvenir de ça, on avait un pays divisé, mais totalement divisé. Les Coptes, le camp démocratique d'un côté, l'Égypte, une partie de l'Égypte rurale de l'autre côté, l'organisation des frères musulmans qui est sur un autre côté. Et donc, en réalité, le président al-Sisi, je le précise, je suis loin de penser que c'était une démocratie, je n'ai pas pensé que c'était un démocrate. Mais le président al-Sisi, quand il est arrivé au pouvoir dans ces conditions-là, beaucoup ont applaudi et ont applaudi en dépit du massacre réel perpétré, que je déplore évidemment. Mais on était dans un pays divisé dont les prémices de la guerre civile étaient là. Et il faut toujours se souvenir de ça.
Tout à fait. Donc, oui. Le travail du président Morsi aujourd'hui, c'est de servir de facteur d'union entre différentes fractions qui sont assez différentes et qui ne peuvent pas être représentées par un représentant qui est chacun. Il faut le dénominateur commun le plus proche. Et Sisi se présente dans ce costume. S'engage dans des réformes qui sont assez dures sur le plan économique, abattre un peu l'héritage nassérien du dirigisme soviétique qui caractérisait l'Égypte dans les années précédentes et s'avancer vers une économie qui est plus ouverte en accord avec les directives du FMI. D'ailleurs, le FMI salue les dernières réformes à travers le dernier prêt qui avait été accordé de 12 milliards de dollars qui encourage l'économie avec des perspectives assez positives. Donc aujourd'hui, la dynamique économique est difficile. On verra ce que présentent les années à venir, mais Sisi se présente aujourd'hui avec un bilan qui est acceptable au vu du contexte de la crise de 2011. On verra ce que présenteront les années à venir par rapport à son travail. Oui, vous vouliez intervenir? Oui, ça dit que moi j'irai toujours un peu dans les parallèles, hein, si vous me permettez. Effectivement, donc du point de vue économique, donc si on voit bien effectivement l'Égypte par rapport au pays dont je suis originaire, économiquement c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que économiquement effectivement il y a une base industrielle qui est là, alors que jusqu'à preuve du contraire, nos pays sont des pays qui ont des économies, qui vivent avec des économies de rente, comme à l'époque précoloniale, notamment une rente exclusivement des matières premières. Et pas que le Congo, hélas. Pas que le Congo, surtout la zone CEMAC, l'Afrique centrale, non, on pourra en reparler. Vous pouvez dire tous les pays d'Afrique, hélas. Beaucoup de pays africains, et plus particulièrement ceux d'Afrique centrale. Et la difficulté est bien là. Moi, je n'aime pas trop les parallèles, parce que je considère que chaque pays est unique, même si on a le droit, évidemment, à chaque fois de recomprendre ce qui se passe chez le voisin pour essayer d'améliorer ce qui se passe chez soi-même. Enfin, chaque pays a sa particularité, son originalité, et que le parallèle entre le Congo et l'Égypte est assez compliqué. Non, on ne peut pas faire le parallèle entre le Congo et l'Égypte. C'est simplement d'extrapoler. Cela dit, encore une fois, l'équation démocratie, liberté, progrès économique est toujours très compliquée. Et donc, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une espèce de Suisse économiquement vaillante, politiquement progressiste et libéralement capable de progresser. Enfin, c'est bien. Sauf que les pays ne s'y prêtent pas toujours et que la réalité socio-logique, socio-économique d'un pays ne le permet pas toujours. Et que l'Égypte, qui elle, encore une fois, je le dis, et vous avez raison de parler en effet des économies de rente, et que l'Égypte, et je le disais tout à l'heure, a un vieux tissu industriel, c'est probablement l'un des rares de la région qui continue encore de se maintenir, qui produit beaucoup de ses besoins de consommation, alors même qu'elle n'est pas un pays, même s'il y a un peu de gaz, c'est quand même pas le pays qui ont les ressources naturelles regorgent comme le sont de beaucoup d'autres pays. Cela dit, la difficulté de l'Égypte, encore une fois, dans 2011, 12, 13, 14, était un problème de survie, de maintenance de l'État, de l'autorité de l'État et de risque de guerre civile. Et donc, on aime ou on n'aime pas le président Al-Sisi. Son arrivée de ce point de vue-là, en tout cas coïncidé, je pense qu'il n'y est pas étranger, à ce que la situation sécuritaire s'améliore et que la guerre civile soit évitée et que, de façon générale, les choses se stabilisent incontestablement. Merci beaucoup. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette élection qui se tient donc jusqu'à ce mercredi. On va continuer de débattre de l'actualité africaine dans notre grand angle. Et c'est une situation particulièrement alarmante qui se présente aux banques des États d'Afrique de l'Est, qui est pourtant la zone la plus dynamique du continent africain. En effet, le secteur bancaire affiche un volume croissant de créances improductives. Et parmi les pays impactés, le Burundi, le Kenya, mais aussi le Rwanda. Les explications de Corinne Femme. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4%, suivi par le Kenya avec 9,9%, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2%, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2%. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement
généralement, ne repose pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis. Et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évalue à 4,2%. Selon le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action concertée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus constituée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint à une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7% en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1900 employés. Adam Azizi, comment expliquer la généralisation de cette situation au niveau de la zone Afrique de l'Est ? Alors, la zone Afrique de l'Est, il ne faut pas la prendre en bloc. Les problématiques sont assez... il y a un socle commun, mais il y a certaines spécificités en fonction des pays. Donc, d'une part, le Burundi, qui a ses caractéristiques particulières, qui est l'économie qui est la plus instable dans la région, du fait de la tensions, la crise politique, etc. Et donc, qui a eu régulièrement des sortes de hausses et baisses régulières de son PIB, donc qui est assez irrégulière. Pour la Tanzanie et le Rwanda et le Kenya, les principaux impacts, les principales raisons de cette détérioration de la qualité du portefeuille de prêt des banques est due à différentes raisons. D'une part, cette région a souffert durant la saison agricole dernière d'une forte sécheresse, le phénomène El Niño qui avait frappé la région, qui avait impacté les productions agricoles. Donc la baisse des productions agricoles a eu un impact assez important sur l'économie, avec des commerçants, des fermiers qui se sont retrouvés d'une part avec des difficultés de paiement de leurs dettes, mais également à payer leurs fournisseurs, et ce qui a fragilisé le circuit économique, d'une part, et d'autre part, un tissu économique qui a été fragilisé par la hausse du prix des matières premières, qui sont devenues assez rares et qui ont impacté le marché. Donc, elles ont impacté le portefeuille des consommateurs qui se trouvaient dans une situation à devoir payer leurs produits assez cher par rapport aux années précédentes. Ça a diminué leur capacité financière, leur capacité de prêt, et par conséquent, par imbroglio, une difficulté à rembourser leurs prêts. Donc le risque sous-jacent est devenu assez important au niveau de ces portefeuilles. Les banques ont dû prendre en compte ce risque dans leur calcul de ratio pour pouvoir délivrer de prêts. Et une des conséquences premières lorsque le risque augmente, c'est la fermeture des robinets de prêt, d'une part, qui ne fait que renforcer ce cercle qui est loin d'être vertueux, mais plutôt vicieux. Et donc fragiliser ces économies et ces banques. Et donc ça, c'est une particularité générale de la région. S'ajoute le cas particulier du Kenya. Le Kenya a deux facteurs qui aggravent la crise de ce pays qui, rappelons-le, est la première économie régionale en Afrique de l'Est. C'est son instabilité politique, du fait suite à la dernière élection qui n'a pas permis encore qui n'a pas permis de proposer un gouvernement stable qui arrive à s'imposer sur le marché, mais également économique, dû à des choix effectués par le pouvoir et la Banque centrale kenyane d'imposer un plafond
aux taux d'intérêt. À savoir qu'aujourd'hui, la Banque centrale kenyane impose un plafond de plus 4% par rapport au taux directeur de la banque. Aujourd'hui, le taux est 10%. Du fait, en imposant un plafond à 4%, la banque centrale fragilise le tissu bancaire qui se retrouve dans une situation où ses marges diminuent. Donc, parce que le taux d'intérêt imposé ne correspond pas au coût réel de ces capitaux qui sont distribués dans le marché. Par conséquent, il y a une réduction encore plus drastique de la distribution de prêts, une sélection des clients qui sont les moins risqués et encore beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises sur le marché kényan ont vu leur accès au marché des prêts diminuer. Et ce qui les a impactés fortement a conduit à des réorganisations et des restructurations au niveau de ces banques, à des défauts de paiement ou des baisses des résultats avec des profit warnings qui ont été annoncés par les grands acteurs industriels du tissu kényan. Également, les banques régionales ont dû prendre en compte ce risque et procéder à d'importantes réductions d'effectifs pour pouvoir compenser cela. Donc aujourd'hui, les banques régionales en Afrique de l'Est sont dans un circuit qui est assez dangereux en termes de stabilité. Et enfin, ça rajoute le cas particulier de l'Ouganda, où la dette publique est aujourd'hui très importante et le pays se retrouve dans une situation où il peut potentiellement, dans les mois à venir, présenter un défaut de paiement. Donc aujourd'hui, on a une situation assez complexe dans cette région à laquelle il faut faire attention et l'ensemble des investisseurs aujourd'hui sont en position de veille pour voir quel sera l'impact dans les mois à venir par rapport à cette situation. Alors la zone se dirige vers quoi? Vers une aggravation de l'inflation peut-être, Monsieur Mawa Kiese? Alors sur le plan économique, c'est une zone que je connais très peu, sauf le Burundi que j'ai visité à plusieurs reprises. Mais je pense que sur le plan économique, je dirais que comme d'autres pays d'Afrique centrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le système économique n'est pas basé sur une industrie, sur des productions réelles. Certes, le secteur agricole est très important au Burundi, ça je l'ai vu. Mais est-il suffisant pour exporter, pour s'imposer sur le marché international afin de créer des flux de capitaux? Ça, c'est une autre problématique. Donc ça rejoint, si vous voulez, cette problématique globale des pays africains qui ont des États. Alors le Burundi, justement, la cause principale de cette crise, c'est évidemment la crise politique, quand on sait que le pays a perdu depuis 2015 ses principaux partenaires économiques. Il y a aussi la crise politique. La crise politique a fortement impacté. On a bien vu que le Burundi a été soutenu même financièrement par d'autres États de la sous-région Afrique centrale pour son exercice, pour combler son budget, par exemple. Donc il y a énormément de problèmes. Quand il n'y a pas d'espace démocratique, l'économie ne peut pas suivre. Donc voilà. Djemal Taleb. Il y a des facteurs que vous maîtrisez et puis ceux que vous ne maîtrisez pas. Le fonctionnement des systèmes bancaires dans les pays d'Europe, d'Afrique de l'Est est probablement c'est le continent africain qui fonctionne le mieux. Avec l'Afrique australe. Il n'en déplaise que c'est quand même celui ils ont un taux directeur assez élevé. Donc il est compliqué de faire de la banque à partir du moment où la Banque centrale elle-même vous prélève 10%. Contre la marge et tout le reste, vous comprenez très bien que la banque devient compliquée. Puis il y a des facteurs que vous ne maîtrisez pas. Les facteurs que vous ne maîtrisez pas, ce sont les facteurs climatiques. C'est la sécheresse, c'est la capacité des paysans à produire plus ou moins, la capacité de l'industrie à développer plus ou moins, et donc le crédit qui suit derrière. Donc ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas toujours. La facilité, ou en tout cas l'efficacité des pays d'Afrique de l'Est, encore une fois, c'est que c'est probablement parmi les rares pays de la région, en tout cas du continent africain, où on est capable de produire, de consommer, sans être intimement lié ni au coût des matières premières extraites du sous-sol, ni du pétrole pour lequel vous ne faites pas grand-chose. Ça, c'est un facteur important qui vous donne de la force et qui vous fragilise en même temps. Donc ce sont ces deux facteurs combinés qui font que ces pays-là ont en difficulté. Vous avez raison de parler du Kenya, mais le Kenya a créé. Je ne suis pas convaincu que la crise électorale a été, de ce point de vue-là, déterminante. D'abord, elle a été courte, elle a été vite maîtrisée, et le comportement des acteurs politiques a été important. Ce qui a été, de mon point de vue, le plus important, c'est les facteurs pluie, les facteurs sécheresse. Et quand vous avez un pays qui est le premier exportateur mondial en matière de fleurs, en matière d'industrie agricole, vous faites
évidemment pas le même chiffre ni la même capacité à partir du moment où la pluviométrie n'est pas la même. Et donc, je pense que c'est un facteur important. Après, on regarde sur les 3 économies les plus importantes du continent africain. L'Éthiopie, le Botswana, en tout cas les croissances, pas les économies les plus importantes, et le Rwanda. Ce sont 3 pays qui ont 3 situations différentes. Les plus impactés sont toujours ceux qui ont le facteur climatique le plus compliqué. Aujourd'hui, c'est incontestablement le Rwanda. Prenez le cas plus spécifique de la Tanzanie. Une économie qui globalement fonctionne bien, un système bancaire qui globalement fonctionne bien, en dépit des difficultés donc du crédit, de l'emprunt et de la consommation, et une économie où la consommation est de plus en plus importante et où la production est de plus en plus importante. Enfin, il restera toujours les aléas climatiques que vous ne maîtrisez pas et que vous n'êtes de toute façon pas capable de contrôler. Il y a une phrase très célèbre qui dit « Quand je me compare, je me console, et quand je me regarde, je me désole ». On est en train de parler là des économies d'Europe de l'Est. Et on est tellement... L'Afrique de l'Est. Décidément. Voulez-vous, je travaille beaucoup dans un pays de l'Est. Et donc, on est toujours en train presque de pleurer pour dire « ça ne va pas très bien parce que les ratios cette année ne sont pas très bons. On n'est pas tellement content parce que le crédit bancaire est plus faible. Les règles prudentielles de la banque sont de plus en plus importantes et donc l'ouverture du robinet du crédit n'est pas importante. » Enfin, ce qu'on oublie, c'est que si vous deviez le comparer avec les pays d'Afrique australe, actuellement, je mets de côté le Botswana, si vous deviez le comparer avec les pays d'Afrique centrale, qui sont 10 fois plus riches, dont le sous-sol est 10 fois plus important, vous vous dites, finalement, ils ne sont pas si mal barrés que ça. Un dernier mot, Adam Azeizi. Un dernier mot. Alors, pour parler du Rwanda, le cas du Rwanda. Le Rwanda est un pays qui, aujourd'hui, est dans une stratégie de diversification pour ne plus être très exposé par rapport aux problématiques de matières premières et agricoles. Donc, il a beaucoup investi dans le secteur des services. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que peut-être dans les années actuelles, ces services ont été fortement impactés. Donc, on a vu que parmi les facteurs aujourd'hui qui fragilisent le secteur bancaire au Rwanda, par exemple, c'est les faibles avancées du secteur des prestations de services par rapport au plan ambitieux du président Kagame. Donc néanmoins, il ne faut pas être pessimiste par rapport à l'avenir de cette région. On est dans une dynamique positive, dans une région qui est très créative de valeurs et très innovante. Le Kenya est quand même le pays le plus innovant dans le secteur bancaire, avec des entreprises telles que M-Pesa qui ont vraiment innové sur le secteur du paiement mobile et continuent à se diversifier. Donc c'est une crise qu'il faudra accompagner et faire en sorte qu'elle ne contamine pas l'ensemble du tissu économique, parce qu'on connaît les c'est une crise qui est amenée à durer ou pas? Les conséquences de cette crise, c'est que si la croissance l'année prochaine arrive à se restabiliser, et ce qui est assez difficile quand on voit qu'aujourd'hui les entreprises investissent moins parce qu'ils ont moins de liquidités, ça prendra un peu de temps. Peut-être une aide extérieure, un accompagnement d'un organisme tel que le FMI ou autre pour soutenir temporairement le redécollage de l'économie, éviter qu'elle ne rentre dans un trou d'air qui ne ralentisse et qui ne la fragilise dans les années à venir, serait une bonne chose. Serait une bonne chose. Voilà, juste une chose à retenir, c'est que par rapport à ce qu'a dit M. Djemal Taleb. Voilà, M. Taleb, c'est qu'effectivement, contrairement aux pays d'Afrique centrale, un pays comme le Burundi, par exemple, agricolement parlant, il se suffit, c'est-à-dire que c'est des pays qui n'importent pas autant de denrées alimentaires que les pays d'Afrique centrale qui sont producteurs de pétrole. Donc c'est des pays qui, agricolement, il y a tout ce qu'il faut, il y a le minimum vital pour les populations quand elles s'y mettent. Alors même que dans les pays pétroliers d'Afrique centrale, on est capable de s'autosuffire sans le pétrole. On est capable de s'autosuffire, mais sauf que cette autosuffisance ne vient pas. Je vous parlerai, comme on parlait des banques tout à l'heure, par exemple, au Cameroun, par exemple, début janvier, il a été très difficile, par exemple, d'importer du poisson. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'arrivait pas à faire les transferts financiers. Et puis, il y avait aussi le surenchèrement. On importait en Mauritanie, il y en a pas mal et très bons. Merci à tous les trois donc pour ces précisions. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.